Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Découvrons tout de suite ensemble le sommaire de cette édition. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, vient d'effectuer une visite officielle de 2 jours en principauté, un déplacement qui coïncide avec le 40e anniversaire de la convention liant Monaco au Saint-Siège. Il était porteur d'un message du pape pour les Monégasques et a également été reçu au Palais Princier. Il sera notre invité. Le prince Albert II, quant à lui, s'est rendu en Auvergne sur les pas de ses ancêtres. Il était attendu dans le Puy-de-Dôme, à Effia, où est enterré l'un de ses aïeux, puis dans l'Allier, où il a visité l'usine du constructeur Ligier. Reportage complet à suivre dans ce journal. Le mois de juillet est traditionnellement le mois des ventes aux enchères à Monaco. Elles se succèdent. Samedi, pour la bonne cause, des casques entièrement redesignés par des artistes ont été vendus au profit de l'association Monaco Liver Disorder. Et tout au long de la semaine, la maison Arcurial propose une nouvelle fois des pièces rares. Le deuxième concert de la saison au Palais Princier sur des airs de Mozart. Le chœur de l'Orchestre de Paris s'est notamment produit dimanche soir dans la cour d'honneur aux côtés des musiciens de l'OPMC. Et puis, dès aujourd'hui et jusqu'à samedi prochain, chaque jour, nous vous ferons découvrir les portraits des 6 athlètes qui représenteront Monaco aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont l'ouverture officielle aura lieu vendredi. Ce soir, c'est le rameur Quentin Antonielli qui ouvrira cette série. C'est le plus proche collaborateur du pape, le numéro 2 du Vatican. Le cardinal Pietro Parolin vient donc d'effectuer une visite d'État de 2 jours à Monaco. Vous le voyez sur ces images. Il a tout d'abord pris part à la messe pontificale en la cathédrale en présence du prince Albert II, qui l'a ensuite reçu en audience au palais. Il a pu découvrir la chapelle palatine, la bibliothèque, avant de donner rendez-vous aux prêtres et aux fidèles pour un long temps d'échange. Et il a accepté notre invitation pour évoquer les relations historiques et de confiance entre Monaco et le Vatican, alors que l'on célèbre cette année les 40 ans de la convention qui lie les deux États. Bonsoir Éminence. Bonsoir, bonsoir. Nous célébrons le 40e anniversaire de la convention qui unit le Saint-Siège à Monaco. Que représente cet événement pour le Vatican ? Je pense que le significat principal de cet événement, de la signature et de cette célébration, c'est la reconnaissance de bonnes relations, des relations positives et constructives qui existaient et qui existent aujourd'hui, qui continuent à exister entre les deux réalités, entre le Saint-Siège et la principauté. En même temps, c'est un signe aussi, je pense, de la reconnaissance de la croissance et de la maturité de l'Église locale, de l'Église de Monaco, qui a été élevée au rang d'archidiocèse à ce temps-là. Alors, une Église petite, disons, du point de vue du territoire, de l'extension territoriale, mais très important, je pense, pour l'action pastorale qu'il mène et pour le significat qu'il a dans, disons, le panorama de l'Église en Europe. Il a donc des relations bienveillantes, des relations de confiance. Peu d'États dans le monde ont aujourd'hui le catholicisme pour religion d'État. Dans une Europe qui est très largement déchristianisée, que représente aux yeux du Vatican l'exemple de Monaco ? Oui, c'est vrai, c'est un peu exceptionnel. Mais je pense qu'on ne doit pas penser seulement à un héritage historique, à quelque chose qui reste du passé, non? Mais plutôt comme une opportunité. Je pense que je vois cette exception dans le panorama d'Europe et du monde entier, parce qu'il y a très peu d'États encore qui reconnaissent la religion catholique comme religion d'État. Mais je pense qu'il s'agit d'une opportunité, d'une grande opportunité. Opportunité dans quel sens? Opportunité dans le sens de la collaboration entre l'État et l'Église catholique. Parce que nous le savons, le Concile Vatican II était très clair dans ce sujet-là. Les deux réalités, l'État et l'Église,
sont des réalités autonomes. Il y a des choses qui regardent l'Église et des choses qui regardent l'État, un peu dans le sens de ce que disait notre Seigneur dans l'Évangile. Rendez à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de Dieu. Mais en même temps, ils doivent collaborer parce que leur action, leur activité, c'est l'homme. C'est l'homme et c'est la société comme telle. Alors, tant que cette collaboration est plus étroite et plus positive, je pense que ça va bénéficier l'homme, ça va bénéficier la société. Et je pense que cette reconnaissance de la religion catholique comme religion d'État va dans ce sens-là, dans ce sens d'une collaboration. Et d'autre côté aussi, disons, la reconnaissance du rôle de la religion catholique dans la société. Aujourd'hui, un peu la tendance est d'exclure la religion, non, de la vie sociale. Nous pensons que ce n'est pas comme ça, c'est le contraire. La religion a des contributions vraiment importantes à donner à la vie sociale. Et ça ne veut dire pas qu'on touche la liberté religieuse, mais il me semble qu'à Monaco, ça se réalise à travers la Constitution qui parle d'un côté, il me semble que c'est l'article 9 de la religion catholique comme religion d'État, mais en même temps reconnaît à toutes les religions la liberté d'exercer leur culte et leur activité. Votre venue à Monaco revêt une importance majeure. Vous êtes porteur d'un message du Saint-Père. Quel est-il? Je pense que c'est surtout un message d'espérance. Peut-être, quelqu'un me disait que Monaco a été moins touché par la pandémie vis-à-vis à d'autres pays, à d'autres réalités. Mais je pense qu'ici, la pandémie a eu des effets très, très mauvais. Alors, il s'agit de reprendre un peu le chemin, non? Après cette crise qui a intéressé tout le monde, qui intéresse tout le monde. Et surtout, comme le dit le Saint-Père, de reprendre un chemin d'une façon nouvelle, être plus solidaire, se sentir dans une maison, dans un bateau commun où tous nous sommes responsables des autres. Alors, ouvrir le cœur aux nécessités, aux besoins des autres, des populations plus marginalisées, des populations plus vulnérables, des populations plus pauvres. Dans le sens de l'encyclique Fratelli Tutti. Ecco, nous sommes frères parce que nous sommes membres de la même famille qui, pour nous les croyants, a Dieu comme Père, comme fondament, et en même temps, les autres deviennent nos frères. Donc nous sommes responsables. La foi, c'est l'espérance, c'est aussi la résilience dans ce contexte. La foi aide à surmonter les difficultés. Oui, certainement, certainement. Mais je pense que l'humanité a les possibilités, a tous les atouts pour le faire, pour surmonter les difficultés. Nous avons vu aussi dans ce moment-là, malgré les incertitudes de ce qui s'est arrivé, nous avons vu aussi une réaction très positive. L'idée que je me fais est qu'on ne doit pas revenir à l'arrière. On doit avancer, mais avancer dans ce sens positif. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, on le peut faire. Éminence, une dernière question. Est-ce que l'on peut vous demander des nouvelles du Saint-Père qui a été récemment hospitalisé? Oui, il est revenu au Vatican la semaine passée. Je pense que c'était jeudi. Je peux parler avec lui. Il me disait qu'il se sent bien, mais qu'il y a besoin encore du temps pour se reprendre complètement. Éminence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et une grande salutation à tous. Merci. Alexandra Pagny nous rejoint pour un premier point info. Le gouvernement confirme son soutien résolu aux acteurs économiques de Monaco impactés par la crise. Bonsoir Patricia. Compte tenu du contexte sanitaire et des difficultés rencontrées par les différents acteurs économiques de la Principauté, la prolongation du CTTR a été décidée jusqu'au 30 septembre, ainsi que le maintien de l'accompagnement à la reprise pendant la période estivale. Les règles applicables au CTTR ont toutefois été légèrement modifiées.
Toutes les informations sont disponibles sur le site covid19.mc dans la rubrique professionnelle. Autre soutien à destination des restaurateurs et des commerces. Il a été décidé d'accorder jusqu'en septembre la gratuité de l'occupation de la voie publique pour les terrasses de ces commerces. Concrètement, la mairie accorde une remise de 50% et l'État, au travers de la CARE, prend en charge les 50% restants. Les établissements bénéficieront de cette aide sans aucune démarche de leur part et seront tenus informés par les services municipaux. Rendons-nous en Auvergne où le prince Albert II est parti sur les traces de ses ancêtres. Le souverain s'est rendu à Effia dans le Puy-de-Dôme, mais avant cela, il est allé également découvrir l'usine du constructeur français Ligier, accompagné d'une équipe de Monaco Info. Christine Datomel, vous vous trouvez à quelques kilomètres seulement du village d'Effia, dans le Bourbonnais plus précisément. Oui, c'est dans le Puy-du-Dôme plus précisément que cette visite princière a débuté à l'usine Ligier. Le souverain a pu visiter l'usine et découvrir comment sont fabriqués les véhicules thermiques et électriques que propose l'usine Ligier. L'usine Ligier possède un riche patrimoine familial. Elle a été construite en 1960 par Guy Ligier, sportif de haut niveau et pilote de Formule 1 qui décide de se lancer dans la production automobile. Ligier, c'était vraiment une équipe formidable qui était quasi familiale au milieu d'autres équipes qui étaient au départ beaucoup plus professionnelles. Après, bien sûr, ils se sont aussi professionnalisés, mais c'était surtout le grand projet de M. Guy Ligier que tout le monde admirait beaucoup et qui a su amener sa marque et son équipe au plus haut. Et donc c'était intéressant maintenant de voir l'autre côté, le côté industriel de ces très beaux projets de différents types de véhicules qu'ils ont. Et puis ce sont des acteurs importants de cette transition vers une mobilité douce. Donc j'étais très heureux de faire cette visite. D'autant plus que la Poste de Monaco est dotée depuis quelques années maintenant de véhicules Ligier et que la principauté partage un bout d'histoire avec le groupe, la victoire d'Olivier Panis en F1 à Monaco en 1996. Après cette visite au sein de l'usine Ligier, le souverain s'est rendu à Effia, petite commune de 1200 âmes et qui abrite au cœur de son église le corps d'un de ses ancêtres, Antoine Coiffier de Rusé. Lors de son arrivée, le souverain a reçu un accueil républicain des plus chaleureux par le maire, ses élus et la population. Après ce temps fort pour les habitants d'Effia, le souverain s'est rendu à pied à l'église du village pour un moment de recueillement afin de rendre hommage à son aïeul. À la sortie de l'édifice, le prince Albert a dévoilé une plaque commémorative sur le parvis pour inscrire dans le marbre sa venue juste avant de visiter le château ayant appartenu au XVIIe siècle à Antoine Coiffier. Antoine Coiffier d'Effia, le maréchal d'Effia, achète en outre la baronnie de Massy et les princes ont hérité de ce triptyque de fiefs en Île-de-France par cette famille auvergnate. Et ce qui est paradoxal, c'est que le titre de marquis d'Effia, qui aurait dû aussi par le mariage de Louise d'Aumont-Mazarin, n'a pas été transmis puisque le marquisat d'Effia, le fief auvergnat de cette famille qui en portait le nom, a été vendu à la mort de l'héritier direct en 1719. Un déplacement en Auvergne, au pays des volcans endormis, qui s'est achevé par une visite privée au musée de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Un point info sport avec tout d'abord l'actualité la plus immédiate qui concerne l'AS Monaco FC. C'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les résultats du tirage au sort sont tombés ce matin. Les joueurs de Niko Kovac affronteront le gagnant du match 3 entre le Sparta Prague et le Rapid Vienne pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Mais pour l'heure, les footballeurs monégasques enchaînent les matchs de préparation. Effectivement, ce week-end, les Rouges et Blancs disputaient leur 3e match amical, un match qui les opposait au Royal Antwerp. La dispute s'est soldée par un match nul. Ils restent donc invaincus dans cette préparation. Prochain rendez-vous samedi face à Wolfsburg. Autre information sportive qui intéressera les fans de la Roca Team. Oui, les Roca Boys connaissent à présent leur calendrier pour le championnat français, appelé à présent Betclic Elite. Première rencontre pour les Monégasques le 2 octobre à Roanne. Une belle opération pour Charles Leclerc sur le circuit de Grande-Bretagne.
Charles Leclerc partait 4e ce dimanche sur le circuit de Silverstone. Dès le départ, il réussit à passer à la 3e position, puis quelques virages après le départ, un impressionnant accrochage entre les deux leaders, Verstappen et Hamilton, le propulse en pole position. Il gardera le leadership jusqu'à 2 tours de la fin, avant un retour impressionnant du Britannique. Hamilton s'impose finalement à domicile devant Leclerc. Et sur le port, ce week-end, on a pu admirer un autre genre de bolide. Oui, le format est effectivement plus réduit, mais leur charme fonctionne toujours. Les Fiat 500 historiques ont fait le show sur le port Hercule. Un concours a récompensé 3 véhicules. La plus élégante était une charmante Fiat couleur saumon qui jouait à domicile. Un prix a récompensé également la plus ancienne, une Topolino de 1930. Et finalement, le prix du véhicule ayant parcouru le plus de kilomètres pour venir sur l'événement a été décerné à un modèle bleu ciel venu de Milan. L'élégance avec ses Fiat de collection, la créativité avec ses casques, à présent 98 au total, qui ont été stylisés par des artistes de renom et dont la vente aux enchères, qui a eu lieu samedi, va permettre la rénovation des services pédiatriques de l'hôpital L'Archer 2 à Nice. Julia Vial et Julien Logier y ont assisté. C'était une vente aux enchères pour le moins originale. 98 casques de sport automobile ont été transformés en superbes supports de création. Les artistes n'ont pas hésité à répondre présent pour soutenir les enfants malades. Pour moi, c'est très important. J'ai participé maintes fois à ce genre d'initiative et j'ai trouvé ça formidable quand on me l'a proposé. Et de me remettre un casque de Formule 1, un vieux casque de Formule 1 et d'en faire une œuvre, j'ai trouvé ça extraordinaire et ça me plaît beaucoup et la cause des enfants me touche énormément. Les auteurs de ces œuvres ont puisé leur inspiration, parfois même au cœur de la principauté. Je suis partie sur un casque que j'ai appelé Grace, donc je pense qu'on le devine, hein. Grace Kelly. L'idée en fait quand j'ai eu le casque, vu que c'est un monde plutôt masculin, j'ai voulu justement donner de la féminité à mon travail. Ça m'a paru évident de travailler en fait sur Grace Kelly qui pour moi est l'emblème, sachant qu'on est à Monaco, de l'élégance. La vente caritative est au profit de Monaco Liver Disorder, une association présidée par la princesse Charlène de Monaco pour la recherche médicale. On est en projet de rénovation de 3 services pédiatriques, néonat, réanimation pédiatrique, cancérologie et maladies rares à l'Archer 2 de Nice. Il faut savoir que ces 3 services, ils couvrent toute la région PACA, Corse et Monaco. Moi personnellement, j'ai vécu dans les hôpitaux, on dort par terre, c'est pas un problème. On dort sur une chaise, c'est pas un problème. Pour sauver un enfant, il faut être à côté. Mais quand quelqu'un qui reste 6 mois, 1 an, il y a des gens qui restent 2 ans, ça dépend des pathologies, on a besoin d'un minimum confort syndical. Pour soutenir cette cause, les artistes ont fait preuve d'originalité. À l'image de ce casque oursin, il n'est pas toujours évident de transformer un élément de Formule 1 en œuvre d'art. Ça s'est passé dans l'exaltation, en fait, du moment où il y a eu l'idée de fabriquer finalement un oursin, mais ce n'était pas le but en soi, l'oursin. Et ensuite, il a fallu dessiner ces épines. Il y a 7 épines, 7 dimensions différentes sur des logiciels et les produire en 3D avec du PVC. Donc ça a été compliqué. Je n'ai pas pu les faire produire et les produire en pièces entières, mais en 2 pièces. Donc il y a eu pas moins de 700 pièces sur à peu près 6 mois et demi de travail. Le curseur pour ces œuvres débutait à 800 €. Ce soir-là, les enchères sont même montées jusqu'à 23 000 € pour la réalisation de Combas. D'une vente aux enchères à une autre, l'hôtel Hermitage sert de véritable petit écrin à des bijoux, des montres, des sacs uniques. Ils vont être mis aux enchères tout au long de la semaine. Le récit de Fabien Bonilla sur des images d'Orazio Gagino. Les touristes ont pris possession de l'hôtel Hermitage, mais pas que. Arcurial également, et ce depuis 15 ans. La célèbre maison de vente aux enchères a pris ses quartiers d'été en principauté du 17 au 22 juillet. On a une semaine très chargée des ventes cette année. On a une vente traditionnelle de montres, joaillerie et Hermès Vintage and Luxury Bags. Et en plus, cette année, on a une vente formidable de Monaco Sculpture en partenariat avec la Société des Bains de Mer. Et ce soir, une vente de 125 voitures qui se passe aujourd'hui à l'hôtel Hermitage. Ça, c'est un de nos voitures dans la vente, c'est formidable Lamborghini, mais la plupart sont exposées au chapiteau de Fontvieille et au musée du Prince.
125 voitures de collection, de l'horlogerie avec plus de 40 Rolex, des ventes Hermès et sacs de luxe, de nombreuses sculptures comme ce Niki de Saint-Phal de 1985 estimé aux environs de 350 000 € ou encore de la joaillerie d'exception. C'est une bague qui a été montée par la maison Chanel. C'est un saphir d'origine Birmanie et qui n'est pas chauffé, qui est une très très belle monture, je vous la montre, qui a été dessinée par Lorenz Baumer pour la maison Chanel. Et c'est la pierre la plus importante qui ait été montée par la maison Chanel. Cette bague est estimée à environ 400 000 €. En ce qui concerne les ventes aux enchères et l'échéancier, ce lundi c'était au tour des voitures, mardi et mercredi les bijoux et les montres, et enfin jeudi, Arcurial proposera sous le marteau les sculptures et les sacs Hermès. Il se pourrait qu'il y ait cette semaine des ventes records. La pluie n'a pas joué les troubles fêtes cette fois-ci, à la différence de la soirée inaugurale des concerts du Palais Princier la semaine dernière. Dimanche soir, des chanteurs et chanteuses issus du chœur de l'Orchestre de Paris se sont produits dans la cour d'honneur. Reportage signé José Sacré, Sylvain Péroumal et Louis Borgia. Après la 40e symphonie du génial Wolfgang, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Václav Lux, a interprété la messe en ut majeure Köchel 317, dite messe du couronnement de Mozart, avec le chœur de l'Orchestre de Paris. Composé de 180 chanteurs adultes, 70 adolescents et 120 enfants, le chœur de l'Orchestre de Paris est un ensemble d'artistes amateurs. Amateurs dans le sens qu'ils ont une autre profession à côté, ou en tout cas qu'ils sont étudiants à côté, mais que ce n'est pas leur activité principale. Ensuite, ils s'y consacrent beaucoup, ça demande un investissement intense, hein, donc voilà, on répète minimum 2 fois par semaine. Et donc en somme, ils ont entre 5 et parfois beaucoup plus d'heures par semaine de chant. Et ils prennent tous des cours de chant, et ça c'est une chose aussi très, très importante pour maintenir la qualité du chœur. La dernière exécution de la messe du couronnement de Mozart a eu lieu ici même, il y a 10 ans. C'était le 2 juillet 2011, à l'occasion du mariage princier. Prochain concert au Palais Princier, ce sera jeudi, un concert piano-orchestre avec les Sœurs Labec. Alexandra Pagny est de retour pour développer les autres titres de l'actualité culturelle avec quelques idées de sortie. Exactement Patricia, et on commence avec la reprise des pièces de théâtre au Fort Antoine. Demain soir, le célèbre Tartuffe de Molière sera revisité par le groupe Fantomas à 21h30, un seul en scène épatant qui joue avec la musicalité de la langue de Molière. Puis vendredi, une soirée hommage à Jean-René Palacio avec ce concert de Stefano Di Battista avec un projet dédié au compositeur Ennio Morricone. Du côté du Rocher, c'est le retour des soirées estivales. Dès ce vendredi, puis tous les vendredis de l'été jusqu'au 20 août, les commerçants du Rocher invitent les résidents et les touristes à découvrir ce quartier emblématique à travers des animations de rue, musique, ateliers manuels ou encore défilés de mode pour occuper vos soirées d'été. Les ballets de Monte-Carlo seront de nouveau sur scène cette semaine. Dès jeudi, les danseurs de Jean-Christophe Maillot remontent sur scène pour 2 chorégraphies emblématiques qui invitent au voyage. La première, In Memoriam, du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, et accompagné sur scène du groupe corse Affiletta. Puis Coréméou de Jean-Christophe Maillot nous amènera du côté des Pouilles avec la musique d'Antonio Castrignano et son orchestre. Et nous ouvrons enfin notre série de portraits quotidiens qui vont nous emmener jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous vous présenterons chaque jour les athlètes qui représenteront Monaco à Tokyo. Et pour débuter, celui qui ouvrira le bal dès le 23 juillet, Quentin Antonielli. Bonjour, je m'appelle Quentin Antonielli, j'ai 26 ans et je vais représenter Monaco en aviron aux Jeux Olympiques le 23 juillet prochain. Il est bel et bien dans le bain olympique. Après avoir été réveillé par un contrôle antidopage au petit matin, Quentin enchaîne avec son entraînement quotidien et à quelques semaines de la compétition, la cadence est soutenue. Je m'entraîne tous les jours, entre 2 et 3 fois par jour plus ou moins. On a quelques jours de repos qui sont prévus dans les semaines. La préparation terminale se fait sur le lac de Saint-Gatien où j'ai commencé à ramer. Et il a commencé à l'âge de 14 ans pour les JO
JO, l'athlète n'a pas obtenu sa qualification lors de la régate européenne, mais a reçu une invitation du comité olympique. Un rêve d'enfant et une satisfaction de représenter l'aviron monégasque, absent des Jeux depuis 2012. C'était toujours dans un petit coin de ma tête d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques et de représenter Monaco. En plus, aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Les JO sont la consécration de 5 années de travail. En master business management à l'université d'Oxford, il jongle entre cours, préparation physique et technique, sans négliger la préparation mentale, particulièrement nécessaire dans le skiff, une discipline exigeante dans laquelle il concourt seul, pourtant habitué à ramer en équipe. En bateau en équipe, j'avais l'impression de réussir à me vider complètement pour les autres en fait. Le faire et à me dire j'ai pas le droit de lâcher un coup pour les autres, ça se fait pas. Et quand on est tout seul, quand tu es tout seul, que tu es un peu derrière, que tu te poses des questions si l'autre il est peut-être un peu meilleur que moi, il va peut-être un peu plus vite et tu te démotives un peu plus ou un peu plus rapidement ou tu fais une dizaine de coups moins bons et t'es pas dans le truc donc les autres avancent plus vite. Et donc c'est aussi ça le travail mental sur lequel on travaillait. Et à Tokyo, il concourra sur une distance de 2000 mètres aux côtés des meilleurs et espère rentrer dans les 18 premiers. Il sera encouragé par Daniel Fauché, son entraîneur et seul accompagnateur. Voilà, replace bien main gauche devant, te dépêche pas sur le retour, reste bien assis. C'est quand même agréable pour un entraîneur de coacher Quentin parce qu'il percute vite. Et après, pour le côté bonhomme, c'est... je ne vais pas dire que c'est l'homme idéal, mais il est facile à vivre et il suit les consignes, on ne s'est jamais pris la tête, quoi. Son papa Jean-Louis le suit de très près depuis ses débuts, rameur puis entraîneur de haut niveau. C'est lui qui l'a initié à ce sport. Il a traîné avec moi sur les plans d'eau olympiques, championnat du monde aussi. Bon, il a pu voir, il a appris à ramer en regardant avant de pouvoir faire sur l'eau déjà. Quand il a commencé à ramer en cadet, j'ai été déjà très content. Première fois où j'étais content de mon fils. Cette fois-ci, il le regardera de loin avec une pointe de déception, mais surtout beaucoup de fierté. Le portrait de Quentin Antonielli était signé Charlotte Moreno. Les températures vont-elles rester de saison et même plus demain? Un point sur la météo pour mardi, Alexandra. Belle et chaude journée en perspective mardi. Le thermomètre affichera 29 degrés pour un ressenti de 35 degrés au plus chaud de la journée. Pour éviter les coups de chaleur, on vous rappelle de bien vous hydrater et de rester à l'ombre aux heures les plus chaudes. En ce 20 juillet, nous fêterons les marinas. Merci. Et pour nous quitter, un retour en photo sur la visite officielle à Monaco du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin. Il a achevé son déplacement en principauté par des rencontres avec le ministre d'État, Pierre Dartout, et le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, Laurent Anselmi. Cette série de clichés a été réalisée par Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Très belle et douce soirée à vous.